C'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Bienvenue dans le dernier épisode de cette saison du Gloomy Club. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode passionnant et aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir une entrepreneure exceptionnelle qui a créé bien plus que des gâteaux sans allergènes. Dans cet épisode, je suis enchantée de recevoir Tiffaine Bordier, la fondatrice de Matati, une marque dédiée aux petits et grands enfants allergiques proposant des gâteaux délicieux sans les 14 allergènes majeurs. Mais avant de plonger dans l'univers sucré de Matati, revenons un peu en arrière. En 2010, Tiffaine devient Tati. C'est le début d'une belle aventure familiale. Cependant, lors d'un repas, sa nièce fait une très forte réaction allergique due au blanc d'œuf contenu dans un saucisson. Cette expérience déchirante la conduit à plonger profondément dans le monde des allergènes alimentaires. Le constat est clair, la nourriture occupe une place immense dans nos vies, mais pour certains, elle peut être une source de danger. Son parcours à l'EM Lyon l'a conduit à un projet de création d'entreprise virtuelle. Pendant 6 mois, Tiffaine se plonge dans la réalité des familles confrontées aux allergies alimentaires, amorçant ainsi les prémices de Matati. Le lancement officiel intervient en 2016 avec une campagne Ulule. Au fil des années, Matati élargit son offre et propose actuellement pas moins de 17 produits. Vous pouvez également retrouver Matati dans certaines grandes enseignes de supermarchés. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses de cette incroyable aventure. Alors restez à l'écoute pour découvrir comment Tiffaine et son équipe contribuent à redéfinir le marché tout en éduquant et inspirant d'autres marques. C'est parti pour une plongée dans le monde gourmand et engagé de Matati. Très belle écoute à toutes et à tous. Bonjour Tiffaine. Bonjour Lorraine. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le Gloomy Club pour un épisode où on va pouvoir présenter Matati et tous vos produits. Je vais commencer par la question un peu basique, mais est-ce que tu peux te présenter ? Bien sûr. Moi, je m'appelle Tiffaine Bordier. Je suis la fondatrice de Matati, une entreprise qui propose des produits adaptés aux enfants qui ont des allergies alimentaires. On dit les enfants, mais bien sûr, les grands enfants peuvent également profiter de nos produits. C'est ça, c'est ouvert à tout le monde. Oui. Avant de commencer à parler un peu de Matati, je voulais déjà te poser une question, c'était de savoir quelle place la nourriture avait dans ta vie avant de créer Matati et comment ça a changé au fil du temps. Ouais. En fait, dans ma famille, on a toujours mis beaucoup d'importance au repas. Donc au quotidien, les repas du soir, c'était vraiment le moment où on se retrouvait autour de la table, on partageait, on racontait notre journée. On avait vraiment, voilà, il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas de distraction, on était vraiment ensemble. Et puis même quand on invitait, j'ai vraiment le souvenir que ce soit chez mes grands-parents ou chez mes parents, quand il y avait des invités chez nous, c'était vraiment qu'est-ce qu'on va faire à manger. Il y avait voilà, on aimait recevoir et c'était toujours autour du repas. Ma mère est suisse, donc j'ai aussi grandi dans une double culture culinaire. Alors même si c'est des pays limitrophes, bien sûr, mais il y a quand même des spécificités culinaires. Et puis c'était du coup un moyen de faire découvrir en fait les traditions. C'est quelque chose que j'ai gardé parce que dès que j'arrive dans un nouveau pays, j'adore me renseigner sur quelles sont les spécialités, pardon. Et puis j'adore visiter des supermarchés par exemple parce que je trouve que c'est hyper révélateur du pays et de où ils mettent la priorité en fait. Voilà. Et de comparer avec la France qui est quand même un pays qui est assez avancé en termes d'alimentation mais aussi d'agroalimentaire. Donc j'ai toujours trouvé ça hyper intéressant et ça m'a toujours stimulée. Et comment ça a changé ? En fait, ça a toujours été important. Aujourd'hui,
Mes 2 sœurs et moi sommes entrepreneurs dans l'alimentaire, donc c'est pour dire à quel point, ça a C'est toujours eu une important, ouais. place, privilégiée. Chouette. Non, mais c'est vrai que le moment des repas, c'est quand même un moment hyper important de pouvoir le partager et prendre du plaisir. C'est vraiment hyper chouette. Du coup, donc Matati, c'est des produits qui sont sans les 14 allergènes majeurs. Est-ce que tu peux justement nous expliquer ces allergènes et pourquoi c'est important aussi de les enlever pour toutes les personnes qui souffrent d'allergies alimentaires? Oui, bien sûr. Donc les allergènes majeurs, les allergènes majeurs, c'est en fait une liste de 14 ingrédients qui a été déterminée par la réglementation française et même européenne, et qui sont les allergènes qui concernent le plus d'allergies. Donc les personnes qui sont allergiques sont généralement allergiques en termes de statistiques sur ces 14-là. Dans les 14, il y a le gluten, les œufs, le lait, les arachides, les fruits à coque, mais il y a aussi la moutarde, le céleri, le lupin, voilà. Donc c'est une liste comme ça de 14 qui a été vraiment bien mis en avant par la réglementation. Et pourquoi ? Parce que cette réglementation oblige donc à la fois les restaurants et tous les acteurs de l'agroalimentaire à mettre en avant ces ingrédients lorsqu'ils sont présents ou peuvent être présents dans les produits. Donc c'est généralement les ingrédients que vous voyez en gras sur les listes d'ingrédients ou qui sont mis en avant sur, par exemple, en boulangerie. Souvent, il y a des petites étiquettes et en dessous, il y a écrit présent, gluten, œufs, etc. Pourquoi c'est important ? Parce que donc les personnes allergiques font une réaction lorsqu'ils sont en contact avec cet allergène. Donc ça peut être un contact en l'ingérant, donc en le mangeant. Ça peut être aussi un contact en le touchant. Donc ça peut être vraiment important. Et ça peut même être un contact en le respirant. En fonction de la sévérité de l'allergie de la personne, la moindre trace d'allergène, donc c'est une notion qui est très importante, peut être très dangereuse. Donc en fait, cette notion d'allergène, elle est bien sûr au cœur de Matati. Nous, on a choisi d'enlever les 14 allergènes pour que ce soit simple en fait, à la fois pour nous en termes de communication, mais aussi et surtout pour les clients, pour qu'ils soient sûrs que dans nos produits, il n'y a pas ces 14 allergènes majeurs et il n'y aura jamais ces 14 allergènes majeurs. Donc on nous titille un peu parfois sur le fait que oui, évidemment, un brownie au chocolat n'aura pas de moutarde, n'aura pas de céleri. Donc c'est un peu gros de dire que c'est sans les 14 allergènes majeurs. Oui, mais en fait, nous, on voit loin et donc potentiellement, on développera aussi des gammes salées. Et donc, voilà, c'est vraiment pour simplifier le message et puis pour assurer la sécurité de nos clients. C'est vrai que c'est hyper important parce qu'on se rend pas forcément compte des dégâts que ça peut faire justement chez une personne allergique. Ouais. Et justement, toi, quel a été ton parcours personnel justement pour créer Matati ? Et en fait, en 2010, ma sœur aînée a eu une petite fille, donc grâce à elle, je suis devenue Tati. En fait, rapidement, on a découvert qu'elle était allergique, donc c'était un moment assez fort, j'allais dire traumatisant. Je pense que ça a beaucoup marqué ma famille en tout cas. Donc il y a eu plusieurs épisodes, mais il y a eu un épisode où ma sœur, les parents de ma nièce étaient en train d'organiser un apéro avec leurs amis. Ma nièce a pris un petit morceau de saucisson. Et ce saucisson était lié au blanc d'œuf. Et donc, elle a fait une réaction très grave qui l'a amenée à l'hôpital. Et en fait, ça a été vraiment un des moments qui m'a marquée et où je me suis dit, en fait, non seulement elle doit exclure certains ingrédients de son alimentation, donc ça va forcément être contraignant, mais en plus, il y a vraiment un risque énorme face à ça. Et en fait, elle avait que, à ce moment-là, elle devait avoir 2 ans, je pense, au moins, pour pouvoir manger ça, mais 2-3 ans pour le goûter. Mais même, quoi, c'était vraiment un énorme risque pour une toute petite fille qui n'avait rien demandé ou un tout petit enfant. Et il y a un autre épisode qui m'a bien marqué, c'est que pour ses 1 an, donc moi j'avais fait on savait déjà qu'elle était allergique aux œufs.
J'avais fait un gâteau d'anniversaire sans œufs à la pomme, et qui était très bon, mais assez différent de ce qu'on connaissait. Et je me souviens très bien de cette scène où elle était sur les genoux de mon père, donc de son grand-père, et mon père a fait une blague pas du tout mal intentionnée en disant ah oui oui c'est bon, mais bon ça manque un peu d'œuf. Et en fait vraiment cette scène m'a marquée en me disant en fait est-ce que toute sa vie elle aura un peu ce sentiment de oui c'est bon mais c'est pas aussi bon que ce que les autres peuvent manger. Et vraiment j'ai trouvé ça trop dur, j'ai trouvé ça ça m'a vraiment nourri ce combat contre le sentiment d'exclusion que peuvent avoir les enfants allergiques. Ça fait aussi écho, j'ai compris plus tard, à des choses que j'avais potentiellement vécues aussi dans mon enfance et que je voulais pas reproduire pour d'autres enfants. Et donc voilà, tout ça a été très fondateur pour le développement de Matati. C'est l'année où je suis aussi rentrée en école de commerce. Et dans cette école, on devait la première année développer une entreprise virtuelle. Donc on devait un peu tout faire, mais ça devait rester virtuel. Et en fait, on a déjà travaillé sur un concept qui ressemblait beaucoup à ce que Matati fait aujourd'hui. Et donc, dans ce contexte, j'ai parlé à pas mal de parents. J'ai compris à quel point c'était difficile pour eux, autant que c'était difficile pour nous. Et il y avait pas d'offre en fait adaptée. Donc tout ça a fait qu'au bout de 4 ans, à la fin de l'école, j'ai décidé de monter Matati. Trop chouette. C'est vrai quand on n'est pas confronté justement à une allergie ou à une intolérance, on se rend pas forcément compte de l'énergie que ça prend de regarder toutes les étiquettes, tous les paquets pour être sûr en fait qu'il y ait aucun ingrédient auquel on est allergique. Donc surtout quand on a des enfants qui sont allergiques, de se dire encore c'est moi, ça va, mais à mon enfant j'ai pas du tout envie que ça arrive. Donc c'est hyper important. Ouais. Et donc, quelles ont été un peu les grandes étapes de développement de Matati? Parce que une fois qu'on a l'idée, il y a trouver les ingrédients où il n'y a pas d'allergènes, développer, c'est toute une industrie. Donc, comment tu as fait? Donc moi, j'ai commencé à travailler sur le projet vraiment à temps plein en 2015. Et la première étape était de valider en fait ou non l'idée que j'avais. C'était important parce que il y a un risque quand on souhaite entreprendre, c'est d'avoir un peu un biais de confirmation. Donc on vit quelque chose, on pense que c'est vraiment que ce serait trop bien d'avoir une solution à ce problème-là, mais en fait ça se trouve il y a que nous qui pensons ça et personne n'a besoin de cette solution. Donc c'était important d'avoir cette étape-là, et c'était d'autant plus important que ça m'a permis en fait de parler à beaucoup de familles et non seulement valider l'idée, mais aussi de comprendre vraiment l'importance de l'arrivée d'une allergie alimentaire dans une famille, de tout ce que ça impactait. Et donc, ça m'a aussi permis de développer une offre beaucoup plus adaptée en fait au problème. Donc ça a été la première étape. Et ensuite, il y a eu presque 2 ans de recherche-développement. Et notamment avec ce que tu disais, donc il y a eu la recherche sur les recettes, mais il y a aussi eu la recherche sur les ingrédients, puisque comme on l'a dit plus tôt, la moindre trace peut être dangereuse. Et nous, évidemment, on veut proposer un produit qui est adapté aux allergies les plus sévères comme les moins sévères, donc il faut qu'on soit extrême pour tout le monde en fait. Et finalement, donc la recherche de recettes a été longue, hein. On a fait plus de 350 essais pour trouver une première base qui plaisait aux clients. Mais en fait, la recherche d'ingrédients a été tout aussi difficile, d'autant plus que c'est le marché des produits sans, free from, ça, c'est un peu plus agréable à dire en anglais, est en essence en fait. Donc, il y a assez peu de fournisseurs qui sont capables de garantir ça. Donc, ça a été assez long. Et ensuite, on a développé l'outil de production. Donc là, c'est toujours le même qu'on a depuis le début. Donc, on est installé près de Melun. Ensuite, le gros défi, ça a été évidemment le lancement commercial. Donc, on a ouvert notre site matati.com, mais rapidement, on souhaitait évidemment rendre les produits accessibles d'un point de vue prix, mais aussi d'un point de vue distribution. Donc, il fallait passer par la grande distribution ou par les magasins bio ou par d'autres magasins, mais en tout cas, il fallait se déployer commercialement. C'est juste à ce moment-là que mon associé Aurélien m'a rejoint dans l'aventure.
Ensuite, en 2019, on a choisi de passer toute la gamme en bio. C'était pas le cas au début. Ok, chouette. Ouais, et donc là, c'était de nouveau une nouvelle recherche de fournisseurs. Donc c'était de nouveau un gros défi. Ça nous a pris quand même presque 1 an de passer toute la gamme en bio. Et puis ensuite, c'est élargir la gamme, toujours répondre aux besoins des clients, élargir l'équipe aussi, former l'équipe en production avec les spécificités de nos produits, mais aussi de nos critères qualité, quoi, pour être sûr que dans le local, on puisse toujours garantir l'absence d'allergènes. Et le défi actuel, on est encore une jeune entreprise, donc c'est de passer le point mort pour assurer la pérennité de l'entreprise et de ses produits. Ok. Et tu m'avais parlé aussi de Food in Lab. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, Food in Lab, donc c'est une initiative qui a été lancée par AgroParisTech, qui est une école d'agroalimentaire à Paris, qui accompagne en fait des startups de l'alimentation. Très très global, hein, ça peut être agriculture, agroalimentaire, restauration, enfin c'est assez global. Et en fait, ils ont lancé cette initiative au moment où moi je lançais Matati, et donc j'ai pu rentrer au Food in Lab, et ça a été sans ça, je suis pas sûre que Matati aurait pu voir le jour. Non, ça a été vraiment très très important pour moi puisque j'avais aucune formation en agroalimentaire. Je suis pas du tout ingénieure. Je fais de la cuisine, mais alors vraiment comme tout le monde peut faire de la cuisine. Et pourtant, je m'attaquais à une recette qui allait être compliquée puisque je voulais faire de la pâtisserie en enlevant toute la base de la pâtisserie, donc les œufs, le gluten et le lait. En parallèle, je passais mon CAP pâtisserie et je voyais bien que c'était vraiment la base de tout, mais de toutes les textures qu'on puisse imaginer. Donc, je savais que ça allait être un gros challenge et j'ai très très vite compris que j'allais pas m'en sortir toute seule. Et donc, le Food in Lab AgroParisTech m'a accompagnée avec une étudiante d'AgroParisTech. Et puis, on pouvait solliciter les professeurs, les chercheurs, etc. Ils m'ont accompagnée pour développer les premières recettes. C'était hyper important de comprendre, d'aller vraiment sur la fonctionnalité de chaque ingrédient et même de chaque caractéristique des ingrédients pour comprendre ce qu'il apportait à un moelleux, par exemple, et donc comment le remplacer au mieux par des alternatives qui étaient sans les 14 allergènes majeurs. Donc le Food in Lab, ouais, ça a été vraiment la fondation presque de Matati, et j'ai un rapport très affectif avec AgroParisTech parce qu'ils m'ont vraiment pris sous leur aile, et ça n'a pas du tout été un sujet que j'ai pas fait cette formation-là au départ. Enfin, ils ont vraiment été super, et je leur dois beaucoup. Ouais. Ouais. Ce qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est que toi, tu as plus un cursus dans le commerce, j'ai envie de dire, et Ouais. tu as quand même passé un CAP pâtisserie, du coup. Oui, oui. Donc c'est hyper important parce que tu t'es investi justement à 100% sur le sujet, donc c'est chouette. Ouais. Ça me paraissait important pour plein de raisons. Pour vraiment comprendre la pâtisserie, la tradition aussi en France. Enfin, la pâtisserie française, elle a quand même une très belle renommée. Et il fallait que je comprenne ça pour pouvoir proposer une alternative, même si la pâtisserie d'un point de vue gastronomie est très très loin de la pâtisserie industrielle, mais quand même, ça se repose sur les mêmes bases. Puis d'un point de vue légitimité, je pense que j'avais aussi besoin de passer ça pour me sentir plus légitime à développer une boîte en agroalimentaire, en pâtisserie industrielle. C'est ça. Et je rétropédale un peu, mais par exemple, tout à l'heure, quand tu parlais justement de ta recherche de prestataires justement pour tes ingrédients, quels sont un peu les défis auxquels tu es confronté à te dire, parce que je sais que dans un épisode, on avait dit que il faut absolument pas que sur un terrain, par exemple sur un champ, il y ait déjà eu du blé de produit. Oui. Donc, comment tu trouves ces prestataires-là? Ouais, c'est de la très grande recherche, l'aiguille dans une botte de foin. C'est ça. Non, mais c'est vrai, ça prend beaucoup de temps. Et d'ailleurs, je me permets de faire une petite dédicace à Jessica, qui est notre ingénieure agro, qui s'occupe de ça maintenant et qui est toujours en recherche, puisque même si on a nos ingrédients principaux
qu'on peut garantir sans aucun allergène, on est toujours à la recherche de nouveaux ingrédients, à la fois pour essayer d'être plus compétitif, mais aussi pour en fait pouvoir décliner des produits pour avoir des nouvelles saveurs. Et donc on a mis tout un process en place pour vérifier et garantir l'absence d'allergènes dans ces ingrédients-là. Et ça demande beaucoup de temps. Ouais. C'est ça. C'est un sujet qui est pas forcément flagrant en fait quand on achète les produits, mais qui prend tellement de temps et du coup c'est hyper important de tout cadrer. Donc il faut le rappeler. C'est clair. On a cette chance chez Matati et puis dans d'autres entreprises similaires, je pense, c'est que les contraintes qu'on a, nos clients les connaissent en fait, parce que à leur échelle ils les vivent aussi. Quand ils cherchent des farines pour faire des produits chez eux, ils voient très bien que dans plein de farines, il y a écrit sur l'étiquette peut contenir des traces de arachide, fruits à coque, gluten, et donc ils savent à quel point ça peut être contraignant. Donc ça, c'est plutôt positif pour nous, puisque du coup, déjà, ça nous permet d'être très transparent facilement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas beaucoup d'explications à donner. Ils comprennent très vite nos contraintes. Et puis, c'est ce qui fait aussi qu'ils restent fidèles, parce qu'ils savent à quel point c'est difficile. Et donc voilà, ils restent fidèles à notre marque. C'est chouette. Et l'univers, justement, Matati, moi, j'aime beaucoup, mais parce que j'ai mon âme d'enfant, mais elle est justement très ludique, très axée enfant. Comment tu l'as pensé, enfin, comment vous l'avez pensé au sein de l'équipe et développé, justement? Parce qu'il y a les petits bonhommes qu'on retrouve, justement, sur chacun des paquets, les petites histoires, c'est hyper sympa. Tu l'as dit, dans ta question, je garde mon âme d'enfant, c'est hyper important, je suis très attachée à ça. C'est aussi pour ça que je suis très attachée aux enfants, c'est que j'aime nourrir mon âme d'enfant et j'aime essayer de faire en sorte qu'ils gardent aussi leur âme d'enfant. Et souvent, en fait, les enfants qui ont des allergies, ils sont obligés de grandir un peu vite parce que ils ont une responsabilité. Ils doivent savoir si l'ingrédient, le produit qu'on leur propose est adapté ou s'il est dangereux. Donc ça, finalement, c'est une responsabilité qui n'est pas toujours de leur âge et qu'on leur demande d'avoir. Et qu'ils adoptent très bien, et ils grandissent très vite, ils sont très matures sur ce sujet-là. Mais il y a un petit côté, moi j'aime bien quand même essayer de faire en sorte qu'ils gardent leur âme d'enfant, parce que c'est tellement précieux en fait pour la vie d'adulte. Donc ça, c'est une première partie de la réponse, c'est mon âme d'enfant qui est toujours là. J'ai toujours été très très inspirée par Disney et Pixar, les environnements. Je trouve que chaque film et chaque environnement est tellement bien pensé et a tellement de profondeur en fait. Finalement, les gens qui connaissent pas trop se disent que c'est juste un dessin animé avec des personnages, une histoire d'amour, mais en fait, chaque dessin animé a tellement de niveaux de lecture différents, c'est vraiment fascinant. Et c'est des équipes qui sont hyper, vraiment sérieuses et expertes. Enfin, c'est vraiment incroyable de commencer à se renseigner sur comment ils font le film. Et donc, une de mes inspirations, ça a été Vice Versa. En fait, chaque personnage de Matati a la forme un peu de l'allergène auquel il est allergique. Et ça vient de Vice Versa, qui est donc le dessin animé Pixar le film d'animation d'ailleurs, sur les émotions. Chaque émotion a la forme de l'émotion en fait. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que c'est assez indirect. C'est vraiment, ouais. Quand on voit le dessin animé, on se dit pas, ah tiens, c'est en forme de nerf. Non, on voit pas, c'est très très inconscient en fait. Et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, quand on pousse un peu, on se rend compte que tout a été réfléchi, et donc je m'en suis inspirée. Et les personnages n'existeraient pas sans Violette Weiss, qui est notre illustratrice depuis le début. C'est même, je pense, la première personne que j'ai rencontrée dans le cadre de Matati. Et puis elle est encore là, quoi. Elle travaille encore avec nous. On adore ce qu'on développe ensemble. Enfin, moi, c'est vraiment une partie de mon métier que je préfère. C'est ça. Et puis surtout que, bon, après, je sais pas trop. Enfin, là, ça se développe quand même pas mal, mais c'est vrai que quand on achète, par exemple, des produits sans gluten, sans arachide, enfin, les packagings sont pas très, on va dire, sexy, même si c'est pas forcément le mot. Ça donne pas très envie. Quand t'as les autres enfants à côté qui sont avec
je cite des marques, mais genre Pépito, etc., où il y a vraiment un petit bonhomme, il y a une recherche qui est faite, forcément, on a l'impression d'être un peu à côté et mise à l'écart. Donc là, avec Matati, ils ont tout ce qu'il faut, les enfants. Ah bah oui, c'est clair. J'aurais dû commencer par là, mais c'est sûr que mon objectif de départ, c'était faire un packaging qui ressemble à ce qu'un enfant sans allergie alimentaire puisse acheter, puisse trouver en rayon, avec des couleurs, avec des personnages, avec des mots un peu sympas, une écriture douce et très enfantine. Enfin, vraiment, c'était le point de départ. Fallait absolument qu'on ressemble aux autres marques. Et c'est toujours notre ligne de conduite, quoi. On regarde toujours ce que font les autres marques, on essaie de regarder un peu les codes et puis on s'en inspire. Ouais. Sans du tout les copier, puisque on ne fait pas de copie, puisque le produit n'a rien à voir. C'est ça, on exactement. s'inspire du code pour faire en sorte que l'enfant allergique se sente comme l'enfant qui n'a pas de contrainte alimentaire. C'est vraiment c'est notre trame. Chouette. Et justement, quels sont un peu les produits phares chez Matati? En fait, le produit qui me fonctionne le plus, c'est le brownie chocolat, de loin. C'est vraiment celui qui dépote tout. Il rencontre vraiment un succès dès les premiers jours. Il a rencontré beaucoup de succès et puis il maintient vraiment son cap malgré plein d'autres produits qu'on a sortis. Donc c'est le brownie chocolat. Et si les personnes qui nous écoutent n'ont jamais goûté de Matati, je vous recommande vraiment de commencer par celui-là. Et puis dernièrement, cette année, on a lancé une gamme chocolat. Ouais. Donc avec des tablettes et des produits pour les fêtes, donc Pâques, Noël. Et ces produits-là rencontrent vraiment un très grand succès. Et puis tout à l'heure, tu parlais des personnes qui n'avaient pas d'allergie et qui se rendaient pas forcément compte de la contrainte que c'était. Moi, souvent, à ces personnes-là, je leur raconte que l'année dernière, on a sorti notre calendrier de l'Avent, le premier calendrier de l'Avent sans allergène. On a eu un nombre de témoignages incroyables de parents qui nous disaient « Mon enfant, il a 6, 7, 8 ans. C'est la première fois qu'il goûte du chocolat. » Pour quelqu'un qui n'a pas de contrainte alimentaire, de se dire que on goûte pour la première fois à du chocolat à 7-8 ans, c'est vraiment, en fait, c'est très révélateur, quoi, de la situation. Et donc souvent je leur raconte cette anecdote là parce que en fait ça prouve bien la difficulté qu'ont ces familles-là à trouver des produits adaptés et à faire en sorte que leur enfant soit comme les autres, quoi. C'est ça, exactement. Et il y a aussi, il y a cette partie-là qui est hyper forte. Et il y a aussi des personnes qui vivent toute leur vie en mangeant n'importe quel ingrédient. Du jour au lendemain, ils deviennent allergiques ou intolérants. Moi, ça a été mon cas. Et pareil, j'avais toutes les ans mon calendrier de l'Avent. Du jour au lendemain, on se dit ah mince, du coup là, il y a plus rien que je peux prendre. Comment je fais? Donc j'avais pris celui de Matati l'année dernière que je reprendrai cette année. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette partie-là où on se dit ah mince, du coup là tout ce que je mangeais avant, j'y ai plus le droit et il y a plus rien pour moi. Et c'est hyper difficile aussi de se dire bon faut que je trouve des nouvelles alternatives et il y a pas grand-chose qui existe parfois sur le marché. Ouais, c'est clair. Ça c'est clair, c'est plutôt une caractéristique des adultes. Justement, les enfants ont leur allergie généralement dès le départ, donc ils ont jamais connu. Donc ce qui est frustrant, c'est le sentiment de différence parce que les enfants à côté d'eux peuvent en manger, eux non. Mais c'est sûr que quand en plus on a connu le goût et qu'on a aimé ça et que du jour au lendemain on peut plus en manger, c'est très compliqué. Et on a aussi de plus en plus en fait de témoignages d'adultes. C'est pour ça que j'ai commencé par ça dans ma présentation. J'ai dit on dit les enfants, mais en fait les adultes peuvent bien sûr manger des Matati. On se rend compte par exemple que nos clients en grande distribution, plus de la moitié de ceux qui nous achètent pour eux. Donc on a plus de la moitié des clients qui sont des clients adultes. Et en fait, on adore, quoi. On se dit mais c'est trop bien en fait de aussi leur proposer quelque chose qu'ils peuvent plus manger
et grâce à nous, de nouveau, ils peuvent C'est manger ça. des madeleines, des brownies, du chocolat. Enfin, et on a plein de témoignages en ce sens. Et c'est hyper fort, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est très très fort. Et justement, est-ce que tu peux partager la vision de l'avenir que tu as pour Matati? Ouais, bien sûr. Nous, on souhaite être la référence des produits sans allergènes et en particulier pour les enfants. Jusqu'à présent, on a été assez pionnier en France sur, en tout cas, la pâtisserie industrielle sans allergènes, et on a apporté beaucoup de pédagogie en fait autour des allergies, notamment pour des acteurs comme les acheteurs de la grande distribution qui connaissaient pas les contraintes des allergies alimentaires, qui pensaient aussi que les allergies alimentaires c'était 3 personnes sur toute la population française, alors que non, il y a quand même beaucoup plus de personnes qui sont concernées. Et donc ça, voilà, on a toujours apporté beaucoup de pédagogie. Et en fait, on souhaite continuer à développer ce marché en poussant toujours les limites du possible. Moi, quand j'ai commencé, on m'a dit non, mais c'est beaucoup trop ambitieux. Non, mais sans les 14 allergènes, c'est impossible. Non, mais d'un point de vue qualité, tu t'arriveras jamais à garantir le sans allergène, etc. Bon, en fait, j'ai commencé Matati dans ce contexte-là. J'ai envie de continuer, en fait, de pousser les limites du possible. Et au contraire, quand on me dit que c'est pas possible, j'ai envie de prouver que au contraire, c'est possible. C'est ça. Donc c'est un peu la dynamique, quoi. Et quand je me projette sur les années à venir, c'est aussi ça. Donc développer le marché dans un seul but, c'est de faire en sorte que les enfants allergiques se sentent comme les autres. On est aussi une entreprise de l'économie sociale et solidaire, donc ce sera toujours en respect de ces valeurs-là, et notamment les valeurs sociales, que ce soit en interne ou en externe. Et justement, avant de passer à la dernière partie du podcast, je voulais savoir justement dans quelle structure on peut retrouver Matati, quel type de supermarché on peut retrouver Matati. Aujourd'hui, on est présent chez Monoprix, Franprix, une partie des casinos, chez Carrefour plutôt en Île-de-France pour l'instant. On espère dans d'autres régions. Oui. Pareil chez Leclerc, c'est plutôt en Île-de-France. Et je crois que j'ai fait le tour. C'est déjà une bonne partie des supermarchés, on peut vous trouver. Oui, c'est clair. Il n'y a pas toute notre gamme encore. Ouais. Pareil, on espère qu'on va pouvoir développer de plus en plus de produits dans ces rayons-là. Mais oui, c'est une bonne partie des magasins. On a 1000 points de vente en France. Chouette. Aujourd'hui, donc oui, c'est plutôt bien. Et puis si jamais vous n'êtes pas près d'un Monoprix ou d'un Franprix, ce qui peut arriver parce que c'est quand même des enseignes assez urbaines, le site matati.com a toute notre gamme et on livre en 24 à 48 heures. Super. Passons à la dernière partie. Donc j'ai 3 questions pour toi. Donc habituellement sur le podcast il y a le sans gluten, mais là c'est ouvert justement à l'ensemble des allergènes. Mais peut-être connaître ton plat préféré. Je l'ai déjà dit, je suis franco-suisse, donc je sais pas si c'est la saison ou si c'est mes origines qui vont m'influencer pour cette question, mais je dirais la raclette ou les röstis. Ah ouais. De pommes de terre. Ouais, je vois bien. Ils sont même sans allergènes puisque c'est il y a des déclinaisons sans viande, enfin sans allergènes et vegan, il y a des déclinaisons sans viande et puis c'est pommes de terre et huile de tournesol, donc c'est assez parfait. Simple. Nickel. Ton restaurant préféré? Je dirais Aujourd'hui Demain, qui a beaucoup d'options sans gluten et qui est aussi un restaurant vegan dans le 11e arrondissement. Super. Et ton compte Instagram préféré? Et là, je pense à Vanessa, donc son compte c'est Delicious. Ouais. Et en fait, elle fait beaucoup de recettes, notamment sans gluten, aussi vegan. Et on a travaillé ensemble pendant quelques mois. C'était trop top ce qu'elle développait, des super recettes et aussi des super belles photos. Et en fait, c'était ça qui était fort, c'était que c'était des recettes 100% sans les 14 allergènes majeurs. Mais visuellement, c'était trop beau et donc c'était vraiment trop bien. Chouette. Et ben en tout cas, merci beaucoup Tiffaine pour ton temps et d'avoir partagé ton parcours et Matati. Avec grand plaisir. Merci à toi Lorraine. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment.
Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! I'm on top of the food chain, watching you